Bonsoir. Eh ben, on a Émilie qui devrait pas tarder. Est-ce que du coup, juste en attendant, peut-être tu peux te présenter avant qu'on commence? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Kaïssa, je suis finlandaise et là, ça fait 5 ans que j'habite en France et je travaille pour Altaï. Top. Merci beaucoup. Et du coup, on a Émilie qui vient juste d'arriver. Nickel. Je te laisse te présenter aussi avant d'attaquer. Pas de souci. Donc, je m'appelle Émilie, je suis chef de produit, donc créateur de voyages pour la marque Atalante. Et alors, je connais bien la Finlande, j'y ai déjà travaillé par le passé pour une autre agence. Et puis maintenant, je suis déjà allée plusieurs fois sur notre camp de Ossa pour, en hiver, en été. C'est vraiment une base super dont on va vous parler aujourd'hui. Donc clairement, ce soir, vous êtes avec des experts de la Finlande, donc vous saurez tout et ça va vous donner envie de voyager. Et donc, propose qu'on commence directement par un peu la carte d'identité de la Finlande. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce pays, Émilie? Alors, c'est un pays qui fait partie donc, de l'Europe plutôt du Nord. On y parle le finnois, même si j'ai envie de dire que l'anglais, et Kaisa, tu le diras mieux que moi, est très, très facile là-bas. C'est très facile de parler anglais, de se faire comprendre. On utilise l'euro et de manière générale, pour rentrer, les formalités sont assez simples, puisqu'on fait partie du coup de l'Europe. Donc, il y a le passeport et la carte d'identité qu'on peut utiliser pour partir en Finlande et aucun vaccin spécifique n'est requis. Ok. Et donc, quand on pense à la Finlande, on se dit oui, on va en Finlande en hiver, on va faire du chien de traîneau, de la motoneige, pourquoi pas. Mais en réalité, la Finlande, on peut aussi y aller l'été et ça a l'air super. Pourquoi toi, Émilie, tu penses qu'il faut partir en Finlande en été? Alors pourquoi en été? Je me suis moi-même posé la question. J'ai toujours travaillé, donc j'ai été guide par le passé pour une agence en Finlande en hiver. Et donc j'ai toujours vu la Finlande en hiver. Et quand on m'a proposé d'y aller en été, je me suis dit, bon, bah, je connais déjà. Et qu'est-ce que j'ai été surprise sur le terrain? Déjà, c'est le pays aux 1000 lacs. Il y a plus de 188 000 lacs en Finlande. Et de les voir dégeler en été, pouvoir faire du canoë dessus, de la randonnée. En plus, sur la base d'activités de Ossa dont on va vous parler, on est vraiment au cœur du parc national de Ossa. Donc, on a toutes les activités, le VTT, la rando, la cani-rando qui s'offre à nous. Et puis, en plus de ça, en été, on a le soleil de minuit. Donc, ça nous permet de profiter des activités encore plus longtemps. Trop bien. Et toi, Kaïssa, est-ce que c'est un moment que tu attends en tant que Finlandaise l'été? Ça, c'est sûr. En Finlande, il fait quand même très noir et très froid en hiver. Donc, en été, quand il y a le soleil qui sort, et du coup, il y a le soleil de minuit, donc il a beaucoup de soleil. En fait, les Finlandais, ils commencent à vivre beaucoup plus. Donc, on sort, on fait des pique-niques au parc, on va se baigner toujours quand on peut. Et c'est beaucoup plus festif en Finlande en été. Bon, normalement, on est bien entouré ce soir pour vous convaincre en tout cas de partir en Finlande cet été. Et donc, comme à nos habitudes, on va un peu découvrir la Finlande à travers les expériences à vivre durant cette visioconférence. Et évidemment, la première activité, la randonnée au grand air, un peu, comme tu as dit, entre lac et forêt. Est-ce que toi, tu as une randonnée qui t'a marqué, Émilie, durant ton voyage? Alors, qui a été ma préférée, je dirais que c'est la randonnée de Julmauki, qui est un canyon, du coup, dans la partie nord de la Finlande. Donc, c'est la photo, on voit le pont suspendu sur le diaporama. On se balade vraiment tout le long d'un canyon. On peut faire en plus plusieurs boucles de plusieurs longueurs et difficultés selon les niveaux. Et on longe ce canyon. On peut observer beaucoup d'animaux. Il y avait des rennes notamment qui étaient au niveau du parking. Donc, voilà, il y avait vraiment de la nature, de l'eau, des beaux paysages, quelques moustiques quand même, il faut le dire, mais c'était vraiment très sympa. Ça a l'air top. Et donc, on fait plutôt du chien de traîneau en hiver, mais en été, on peut quand même aussi faire de la cani-rando. On a un énorme chenil. Comment ça se passe, ces cani-rando? Alors effectivement, donc on a un chenil sur notre base d'activité qui a plus de 240 chiens, pardon. Donc bien sûr, l'hiver, ils sont à fond dans le chien de traîneau, mais l'été, ils sont tout aussi contents de pouvoir sortir. Donc on sort les chiens qui font du traîneau en hiver, qui sont très punchy. Ils ont envie de sortir, de tirer. Donc on va tout simplement prendre un chien pour deux personnes pour faire ces sorties en cani-rando. On peut se poser la question de pourquoi.
Et je pense qu'au bout d'une heure d'activité, on comprend. Pourquoi? Parce qu'un chien qui a l'habitude de traîner des traîneaux, donc bien sûr, ils sont dans un attelage de chiens, on compte entre 5 à 7 chiens, mais ils tirent des dizaines et des dizaines de kilos. Donc, ils ont l'habitude de tirer et ça va très, très rapidement nous fatiguer au niveau des hanches. Ça va nous donner une impulsion qui est très positive, qui va nous aider à marcher, à nous motiver. Mais par contre, au bout d'un moment, le chien, il va à droite, il va à gauche. On va être content de pouvoir le passer à son collègue, son autre participant, pour pouvoir le apprécier aussi de marcher sans chien. Mais par contre, c'est des activités qui sont super. C'est vraiment une autre dynamique pour la marche. Je pense notamment aux familles qui sont venues avec nous. Des fois, on a des enfants qui n'aiment pas trop marcher. Et ben là, la question ne se pose plus. C'est les premiers devant le groupe et ils profitent à fond. Je confirme, hein, les chiens, ils peuvent être vraiment très, très sportifs, mais on a le droit à plein de câlins et tout, donc après on oublie rapidement. Et on peut aussi faire, des raids à pied. Comment on dort, comment ça se passe ces raids en Finlande? Alors, les raids, ils peuvent se passer selon l'activité en fait qu'on fait. On peut faire un raid en canoë, par exemple. On peut faire un raid en chien traîneau, en canirando, pardon. Donc, un raid, c'est tout simplement 2 ou plusieurs jours d'activité à la suite où on ne va pas revenir à notre auberge. Donc, la plupart du temps, ils sont 2 jours, même si on peut avoir des raids de 4 jours, par exemple, en canoë, où du coup, on va dire, le guide prépare les affaires qui seront déposées au campement, on va dire. Nous, on part avec nos sacs à dos pour la journée et nos chiens. Et on fait sous forme d'une randonnée. Il y a plein de ce qu'on appelle des fireplaces dans les parcs nationaux et de manière générale en Finlande. C'est génial. On va retrouver un feu de camp avec des grilles, avec des toilettes sèches au plein milieu de nulle part, un abri avec du bois qui est remis à disposition régulièrement par les gardiens du parc. Donc tout ça est à disposition gratuitement pour les usagers du parc national. Et nous, du coup, on va installer nos campements à proximité. Donc, on va dormir dans des tentes de 3 personnes pour 2, de manière générale. On peut après s'organiser avec des enfants, mais on va se passer, du coup, la plupart du temps en bord de lac pour se baigner, pour profiter aussi de l'eau, parce qu'on va récupérer l'eau pour la faire bouillir, pour la consommer. On va tout cuisiner sous le feu, dormir sous tente. Donc, à la belle étoile, on conseille toujours le masque de nuit. Sinon, on va un peu moins bien dormir. Il fait des fois jour 24 heures sur 24. Hein, c'est ça ce qu'on appelle le phénomène du soleil de minuit. Et puis le lendemain, c'est reparti. On réempacte tout et ça sera déposé à l'auberge. Et nous, on continue pour une deuxième journée d'activité. Et quand on est en canoë, c'est encore plus simple que ça. C'est nous qui prenons directement les casseroles, les sacs de couchage, les tentes, tout ça dans le canoë. Et on est vraiment indépendant pour partir en raid. Et c'est une super aventure. Ça nous permet aussi de voir comment il y a des personnes qui partent en kayak, en canoë, en pleine nature sur de l'itinérance. On le vit un petit peu pendant 2 ou 3 jours. En effet, ça a l'air super et surtout, ça montre aussi un peu ce que font les Finlandais, si Kaïssa, toi, tu as eu l'habitude pendant toute ton enfance et vu que tu as habité en Finlande, de profiter un peu de cette nature, les week-ends, les vacances. Est-ce que tu as un peu des souvenirs à nous partager de ça? Oui, bien sûr. Honnêtement, en Finlande, la nature, c'est vraiment partout, même si on habite en ville, c'est très, très facile de aller en forêt, il y a des forêts vraiment partout et ce que moi j'aime vraiment bien, c'est que, il y a personne. En fait, c'est très facile de trouver des coins où il y a pas beaucoup du monde, où on peut être vraiment tranquille, il y a que nous avec la nature et c'est vraiment ça qui me manque parfois, de la Finlande. OK, ça donne envie. Tu as parlé un peu de baignade, Émilie. Évidemment, l'incontournable, le sauna et la baignade, ça fait vraiment partie intégrante de la vie des Finlandais, Kaïssa. Pourquoi c'est vraiment traditionnel ce sauna? Le sauna, c'est quelque chose qu'on a besoin en hiver, quand il fait froid et en été, ça fait autant de plaisir. Moi, quand j'étais petite, on a une cabane d'été avec ma famille et on était 9 cousins et nous, on passait vraiment toute la journée au lac et parfois les parents, ils venaient nous voir un peu en mode, «Alors, est-ce que c'est le moment d'aller vous chauffer un peu au sauna?» parce que mais l'eau de lac, pour moi, c'est pas trop froid. On est à 19-20 degrés en été. Mais quand même, si tu passes toute la journée dans le lac, tout à fait, ça fait du bien d'aller un peu se chauffer au sauna. Avant d'avoir les lèvres toutes violettes. Et toi, Émilie, du coup, tu as pu un peu profiter, du sauna quand tu étais à l'auberge, par exemple? Ah oui, et franchement, on a des super saunas. On a un sauna électrique qui est ouvert tous les soirs. C'est là celui avec la belle photo. On a vue sur le lac
Et franchement, après une journée à transpirer, à faire de l'activité, on aime retranspirer, mais dans un sauna cette fois. Ça permet vraiment d'évacuer de la fatigue. Et puis, l'intérêt de l'été, c'est de pouvoir se baigner au lac beaucoup plus facilement que lorsqu'on le fait en hiver et qu'on est obligé de descendre dans le trou de glace très froid. Et franchement, c'est une expérience magique. En effet, avec cette vue, ça ne peut être qu'incroyable. Et donc, forcément, on a dit on se baigne, il y a beaucoup de lacs. Donc, l'été, qu'est-ce qu'on fait? Des activités aquatiques, que ce soit du kayak, du canoë ou encore du paddle. Ma première question, Émilie, qu'est-ce que c'est la différence entre le kayak et le canoë? Alors, le canoë, on va beaucoup plus l'utiliser sur des lacs, des rivières. Le kayak, on peut le faire aussi, mais simplement, il va être utilisé beaucoup aussi pour faire des grands déplacements. Et on peut l'utiliser sur la mer. Il y a un vrai gouvernail qui peut être actionné à l'intérieur. Et aussi, surtout, la différence avec la pagaie. On va avoir une pagaie double sur un kayak, tandis que sur un canoë, on a une pagaie simple. Donc, c'est deux manières de faire différentes. On peut les charger de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut partir en itinérance autant en kayak qu'en canoë. C'est juste différent. Sur l'intérêt, c'est qu'en Finlande, tout est plat, même si on peut aller tenter un petit peu l'aventure sur des rapides. On peut faire facilement de la distance, aller voir quand même des paysages qui sont très différents d'un lac à un autre, qui sont souvent reliés par une rivière. Et le canoë s'y prête super, super bien. Et on peut en faire soit le soir, en profiter après le soleil du minuit, après déjà une journée d'activité, reprendre un canoë ou justement partir à la journée. Et ça, c'est quand même top. Oh, chouette. Il commence à avoir des petites questions dans le chat, donc surtout n'hésitez pas à les poser. On y répondra à la fin. On gardera 10-15 minutes à la fin pour vous répondre. Moi, j'ai une petite question d'un point de vue physique, sportif. Le kayak, canoë, c'est quand même pour tout. C'est pour tout le monde, effectivement, parce qu'on s'adapte à tous les niveaux. De manière générale, chez Atalant, pour parler du coup au niveau du GIR, on a plusieurs niveaux. Donc, le guide va venir vraiment s'adapter à sa clientèle. On accueille autant des séjours famille avec des gens qui n'ont jamais fait de kayak ou de canoë, qu'avec des personnes un petit peu plus aguerries sur le sujet, où on va partir des fois faire 4-5 jours d'itinérance en canoë avec, comme je le disais, toutes les affaires préparées. Et puis, on ne voit pas, entre guillemets, la civilisation pendant 5 jours avant le retour à l'auberge. Donc, il y a vraiment tous les niveaux et on peut facilement s'adapter. Ok, top. Et toi, tu as pu faire un raid en canoë. Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Et comment ça se déroule? Le matin, on est parti. On a eu des petites consignes de sécurité quand même sur l'utilisation d'un canoë parce qu'on avait des personnes qui n'en avaient jamais fait avec moi. Et ensuite, on est parti. On a commencé par un petit rapide, histoire justement de tester directement les consignes de sécurité qu'on venait de donner. Et puis, on avait justement la glacière avec toute la nourriture pour 2 jours. De l'autre côté, sur l'autre canoë, on avait les tentes, le matériel de bivouac. Donc, il ne faut pas se retourner, sinon on dort mouillé le soir. Non, de manière générale, ça arrive très, très rarement et on trouve toujours des solutions. Et on est parti comme ça sur une journée d'activité. On a pu même s'arrêter le midi. On a mangé sur le feu, donc on a mangé un kebab de poisson. Ça, c'est franchement un de mes coups de cœur au niveau nourriture de la Finlande. Et puis le soir, pareil, on installe les tentes, on fait un feu. Il y a toujours des bons moments qui se passent, je dirais, autour d'un feu de camp. Même si on ne se connaissait pas avant, et on partage vraiment des moments d'aventure. C'est un espèce de moment hors du temps. Et puis la nuit, donc à la belle étoile ou non, nous, il commençait à avoir de nouveau un petit peu de pénombre, donc on a pu profiter un petit peu de dormir sans masque de nuit. Et puis après, le lendemain, on repart pour des activités. C'était vraiment une parenthèse un peu hors du temps, où on a l'impression qu'on était un groupe de 5-6, et c'était notre aventure à nous. Donc vraiment une belle expérience. J'adore. Et d'un point de vue équipement, est-ce qu'il faut quelque chose en particulier ou pas forcément? Non, pas forcément. On fournit tout ce qui est donc sac étanche pour mettre ses affaires pour la nuit. Ça permet justement, au cas où ça tombe dans l'eau, d'être au sec. De manière générale, ça peut être bien d'avoir des chaussures d'eau. Certaines personnes avaient aussi des pochettes, on va dire, en plastique pour mettre leur téléphone, pour pouvoir quand même prendre des photos depuis le canoë. Et ça, c'était vraiment un point positif. Et sinon, on va dire, de manière générale, du matériel un peu qui est plus général à la Finlande, comme de l'anti-moustique, parce qu'il y a quand même des moustiques, une bonne casquette. Et de manière générale, au niveau équipement, j'ai envie de dire que niveau météo, on peut trouver tous les temps en Finlande. On peut avoir une journée de pluie très nuageuse, comme du grand soleil. Moi, par exemple, je me suis pris beaucoup de coups de soleil les 2 semaines où j'y étais cet été, alors que je m'y attendais pas forcément. J'avais pris beaucoup de pulls et finalement pas tant de choses
pour le temps chaud. Donc, il faut vraiment toujours, dans le même sac, avoir autant la casquette, la crème solaire, le pull, la veste de pluie, parce que ça peut vraiment tourner en 1 heure et on peut avoir un paysage totalement différent. Mais c'est tout aussi sympa, je dirais, d'avoir ces paysages sous différentes versions et pas seulement du beau temps, parce que sinon, on ne serait pas en Finlande. C'est ce qui fait la magie de ce pays. C'est ça. Kajsa, toi, tu as fait un peu de canoë ou de kayak aussi. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Oui, moi j'en ai fait pas mal comme, en Finlande, il y a beaucoup de l'eau donc c'est vraiment, des activités qu'on fait souvent en été et par rapport le moustique, je pourrais ajouter qu'en fait, les moustiques, ils ne suivent pas quand on est sur le lac. Donc quand on fait du canoë, quand on fait du kayak, en fait, on est tranquille avec les moustiques parce qu'eux, ils restent plutôt dans les forêts. Ok, donc on va ramer jour et nuit dans ces cas-là pour éviter les moustiques. Top. Merci beaucoup pour vos partages d'expérience. Il y a un peu aussi une autre activité phare de la saison d'été en Finlande, c'est notamment l'observation des ours. Tu as eu la chance d'en voir, Émilie. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bien sûr. Alors moi, c'est une activité que j'attendais avec impatience parce que comme une enfant, j'ai toujours voulu voir des ours. Et là, mon vœu est exaucé. C'est une de mes photos que vous pouvez voir ici. Donc, j'étais très contente. Donc, comment ça se passe la journée? Donc, on part sur les coups de 15 heures parce qu'on va plutôt les observer, on va dire, fin de journée. C'est l'heure où ils vont vraiment sortir. Et comment ça se passe? Donc, on arrive on rencontre un Finlandais qui va nous emmener dans un lieu un petit peu reculé dans la forêt. On va marcher 1 ou 2 kilomètres, on va dire, pour s'enfoncer dans la forêt jusqu'à une cabane en bois assez petite. Et à quelques mètres de chaque côté, une fois par jour, l'équipe, on va dire, de cet endroit va installer de la nourriture. Alors, je me suis posé beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Donc, c'est de la nourriture qui n'est pas de la viande, pas du poisson. De manière générale, ça va plus être des gourmandises, ce qu'ils appellent un petit peu, donc un petit bonus. Donc, ça peut être des choses sucrées, des fruits. Là, vous voyez qu'ils mangent une pomme, par exemple, l'ours, qui vont venir cacher, donc là, dans les arbres, dans des vieux troncs, par terre, etc. Et on va attendre. Il se peut que sur une soirée, on ne voit aucun ours. C'est totalement possible, c'est arrivé. Mais la plupart du temps, c'est quand même la période pour les voir et on va dire 4 chances sur 5 de pouvoir en voir. Et nous, c'était vraiment le festival. On a pu en voir énormément, on a même pu voir des petits. Et tout simplement, il nous suffit d'être silencieux. On a les appareils photo, on a les jumelles. On est à l'intérieur, eux ne nous voient pas. Et en fait, on va venir les laisser s'approcher et venir manger. Et donc, c'est vraiment une toute petite partie de leur nourriture. La nourriture qui est déposée représente à peine 1% de ceux qui sont censés manger par jour. Donc, encore une fois, c'est pas censé ni les domestiquer, bien sûr, il y a une visée commerciale, mais c'est aussi sur le fait de les recenser, de les protéger, etc. Et nous, bien sûr, on vient apporter un petit peu de financement pour ça. Et c'était vraiment des super bonnes soirées. On a nos guides francophones qui sont là pour nous apporter des explications, pour nous renseigner sur ce phénomène. Et en plus, le fait qu'on soit à cet endroit, c'est quand même pas partout en Finlande qu'on peut voir des ours. On est assez proche, on va dire, de la frontière russe, ce qui fait qu'il y a tout un no man's land de plusieurs kilomètres entre la Finlande et la Russie, qui est une zone pleine de faune. Et on va notamment avoir du coup des ours dans cette zone. Et c'est juste incroyable de pouvoir assister à ce phénomène-là. Ça a l'air en tout cas et c'est cool d'en savoir un peu plus sur cette activité qui en effet peut poser pas mal de questions. Vous allez aussi en profiter durant l'été pour faire un peu des activités trappeurs. Vous allez vous initier à la cueillette de myrtilles, de baies. Vous allez aller sur les traces de certains animaux, apprendre à pêcher. Donc, c'est l'avantage, c'est que vous allez vraiment renouer avec la nature et tout ce qu'on peut y trouver. Donc, c'est des journées hyper chouettes où on apprend vraiment plein, plein de choses. Et une autre expérience incontournable à vivre, évidemment, en Finlande, c'est le soleil de minuit. Vous en avez déjà un peu parlé. Toi, Émilie, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé au final quand tu as vécu une journée sans nuit? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas ma première fois, on va dire, dans les pays du Nord, donc j'avais déjà expérimenté ce phénomène. Par contre, je me souviens que la première soirée où je suis arrivée, j'ai retrouvé des collègues que je n'avais pas vus depuis un petit moment. Donc, attablés au bar, en train de se raconter les potins, on a vite oublié l'heure et je crois que je suis allée m'endormir. Il était 3 heures du matin alors que je ressentais l'impression qu'il était 21 heures, tout simplement parce que le soleil ne s'est pas couché.
Mais la photo que vous avez là, par exemple, c'est déjà sur une période où la nuit peut tomber un petit peu. Il y a vraiment des moments où on a l'impression qu'il est 14 heures alors qu'il est 22 heures. Donc, on peut vite perdre la notion du temps. Par contre, ça nous laisse vraiment quand même du temps pour, si on a envie d'aller se balader encore à 21 heures, si on a envie de faire des activités, bah, c'est le moment. Mais on perd très vite cette notion du temps quand même. Ok. Et toi, Kaysa, est-ce que tu as peut-être des petits conseils pour dormir correctement ou ne pas trop se faire avoir avec ce jour qui est éternel? C'est vrai qu'un masque de nuit, c'est très utile, surtout parce qu'en Finlande, en fait, on n'a pas du tout les volets sur les hébergements. Donc, on bloque pas du tout la lumière qui rentre dans, où on dort. Donc, le masque de nuit, c'est vraiment très, très utile. Sinon, ce que moi je fais souvent, je prends juste un t-shirt et je le mets sur mes yeux. Sinon, sinon, ça va déranger quand même un peu pour dormir. Mais c'est vrai que le soleil de minuit, c'est quelque chose de très impressionnant et c'est vraiment des moments du calme quand il est 22 heures le soir et on voit toujours le soleil et on regarde, le lac, c'est vraiment les moments, que qu'on vit pas toujours, surtout pas en France. Oui, c'est sûr. C'est Mmh. une période que vous attendez beaucoup, vous, en tant que Finlandais, cette période un peu soleil de minuit pour pouvoir profiter de l'extérieur? Oui, c'est quand même les extrêmes, en Finlande, comme on a du coup, le soleil qui se lève pas pendant l'hiver et du coup l'été on profite. Donc c'est déjà le mois de mars quand on commence à voir de plus en plus le soleil, les Finlandais ils regardent et ils sortent, on regarde le soleil, on prend tout ce qu'on peut et du coup ça continue tout l'été. Donc c'est très facile de passer les soirées avec les amis comme Émilie a dit, que qu'on se rend même pas compte qu'il est déjà tard mais juste, parce que c'est très agréable de continuer, de discuter, Et bah, nous aussi, on a très envie de boire un verre avec nos amis jusqu'à 22 h, 23 h, minuit, 1 h, sous ce soleil, en tout cas. Vous en avez un peu parlé, mais donc, on a la chance d'avoir une auberge à Ossa qui est assez incroyable. Émilie, est-ce que tu peux un peu nous parler de qu'est-ce qu'on retrouve comme infrastructure? Bien sûr. Alors, comment ça s'articule, on va dire? On a un bâtiment principal qu'on va appeler l'auberge, où on va avoir l'espace réception, l'espace aussi du bar, forcément, en tant que bon français, on aime bien prendre l'apéro, l'espace restauration, on va dire, où le soir et le matin, c'est sous forme de buffet. On va vraiment pouvoir, plusieurs fois dans la semaine, tester aussi des spécialités finlandaises comme le ragoût de Rennes. Et de manière générale, les petits déjeuners sont aussi très sympas. Il y a des pancakes, il y a plein de choses. On ne manque de rien. Et puis un espace détente avec beaucoup de canapés, il y a un billard, il y a un jukebox aussi. Donc vraiment très sympa. Et après, au niveau de l'hébergement, comment ça va s'acter? Il y a deux types d'hébergements possibles sur Ossa. Il y a des écologes, c'est ceux que vous voyez en photo intérieure, on va dire ici. Euh, donc c'est comme des chambres d'hôtel un petit peu, mais chacun a son accès extérieur avec une petite terrasse directement vue sur le lac. Et après, on a des mokis qui sont des petits chalets finlandais que les Finlandais adorent parce qu'on est aussi pareil, on est autonome, il y a une petite kitchenette à l'intérieur et donc ils peuvent aussi le louer à la nuitée ou à la semaine. Et ceux-là, il y a un sauna électrique, ils sont un petit peu plus, j'ai envie de dire rustiques, mais ils ont chacun leur particularité puisque je vous le disais, il y a kitchenette et sauna électrique, pardon, tandis que l'autre est un petit peu plus moderne, mais ressemble plus à une chambre d'hôtel. Et en plus de ça, on va avoir notamment l'espace détente, donc c'est assez grand. On va avoir un sauna électrique qui est ouvert tous les jours avec des espaces de détente à côté, un bain nordique, donc c'est comme un jacuzzi, mais qui ne fait pas de bulle, donc c'est un bain chaud, pareil, vue sur le lac, parfait. Et plusieurs fois pendant la semaine, on a encore le sauna en bois qui est ouvert, qui lui, du coup, va être, comme son nom l'indique, chauffé au bois et qui va avoir, du coup, des bienfaits un petit peu différents, aussi une odeur différente, très agréable. Et après, on va avoir une partie de l'auberge qui est plus tournée activité avec tout notre local matériel, etc. Et à 2 kilomètres depuis notre base, on a également notre chenil qui donc nous appartient avec nos propres chiens. On va pouvoir aussi commencer beaucoup d'activités. Cette auberge, elle est vraiment incroyable. Je vous conseille d'y aller. Toi, Kaïssa, pareil, tu y allais il y a pas longtemps. T'en as pensé quoi quand tu l'as vu pour la première fois? Heu, ça ressemblait vraiment à la Finlande que moi je connais, ce qui m'a beaucoup manqué.
Heu, c'est vrai que moi, je suis plus, team, cabane traditionnelle finlandais, mais c'est juste parce que les Finlandais, on aime bien nos cabanes en bois, qui sont très cosy. Mais par contre, les éco-lodges, moi, j'en ai dormi dans un éco-lodge et ils sont vraiment super aussi. Il y a, comme vous voyez, la fenêtre là, en fait, on voit bien dehors, on peut vraiment observer ce qui se passe, à l'extérieur. Et c'est très, très sympa et surtout, accès au lac, c'est très important pour les Finlandais. On a beaucoup, beaucoup des cabanes d'été qu'ils ont souvent à côté un lac, à côté un rivière et c'est vraiment ça, qui me marque en Finlande, que, on peut aller se baigner, quand on veut. Oui, c'est vraiment un lieu idéal en réalité pour, faire des rencontres, que ce soit avec, notre groupe ou, profiter de l'extérieur. Il est assez incroyable. On a parlé pas mal, de la Finlande, plutôt nature, un peu perdue, parce que ça, c'est quand même perdu au milieu de nulle part, là où on fait nos activités. Mais, l'été, en réalité, c'est aussi peut-être la bonne saison pour découvrir les villes de Finlande et notamment Helsinki. Kaisa, tu viens de Helsinki, alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette ville, ce qu'il y a à faire? Oui, bien sûr. Du coup, Helsinki, c'est la capitale de la Finlande, s'il y a quelqu'un qui le savait pas. Donc moi, j'ai vécu, 25 ans à Helsinki, c'est ma ville natale et je l'adore beaucoup, beaucoup. Heu, c'est une ville très compacte, donc en fait, on peut tout faire à pied. C'est pas, très grande ville comme, Paris ou Berlin où il y a beaucoup de musées où on peut passer des journées, mais l'intérêt de Helsinki, c'est vraiment de se balader. L'architecture, c'est très différent de ce qu'on trouve en France, c'est vraiment l'architecture, nordique. Donc juste, se balader et regarder les bâtiments, c'est très sympa et il y a beaucoup de parcs aussi et Helsinki, c'est aussi situé à côté de la mer, donc on peut se balader sur la côte et pareil, on peut aller se baigner dans la mer, si on ose. Le mer, c'est un peu plus froid quand même, mais il y a beaucoup des endroits où on peut aller se baigner et il y a également l'île fortifiée qui s'appelle Suomenlinna, qui est juste devant. Ça prend 20 minutes en ferry et donc on peut facilement aller le découvrir pour, une demi-journée ou même une journée. C'est incroyable, une ville quand même où on peut se dire qu'on se baigne dans la mer directement alors qu'on est en train de la visiter. Vraiment, c'est très fou et donc là, on parle de Helsinki, mais est-ce qu'il y a d'autres villes que tu recommandes à visiter? De quelle manière peut-être? Oui, ce que nous on propose par exemple, c'est un séjour en train. La Finlande, c'est très bien connecté en train. Donc, on commence à Helsinki et après on va à Tampere qui est la ville, le 2e ville plus grande de la Finlande et après on va à Turku, c'est l'ancienne capitale de la Finlande aussi sur le côte et depuis Turku, on peut aller en train de nuit, jusqu'à Rovaniemi, donc, en Laponie finlandaise et je vous assure que la Laponie finlandaise, c'est aussi quelque chose à faire, en été. C'est très, très connu, pour l'hiver, bien sûr, mais en été, les paysages, ça change énormément. On a beaucoup moins, du coup, des forêts qu'on a dans le sud, mais c'est beaucoup plus le toundra et ça commence à être un peu vallonné comme la Finlande, sinon c'est tout plat et du coup, on peut observer surtout des rennes qui sont en liberté tout l'été, donc on les voit bien et il y a beaucoup des activités à faire également en été. OK, donc l'été, c'est peut-être le mix parfait pour découvrir un peu les villes de Finlande, mais aussi, faire quelques jours pour déconnecter en pleine nature. Et donc dans ces villes, on mange, très bien en réalité dans les restaurants, à notre auberge évidemment aussi et c'est les moments pour, découvrir un peu les spécialités, culinaires. On dit souvent que dans le nord, c'est pas forcément incroyable, la nourriture et pourtant il y a quand même, des jolies pépites. Toi, Kaïssa, c'est quoi, ton plat préféré en été, en Finlande? Alors moi, j'aime bien manger, tout ce qui est saumon fumé. Saumon fumé avec, les patates de la Finlande, c'est trop, trop bon et après on a aussi les meilleures fraises. Là, je vous dis ça, hein, mais il faut aller en Finlande et goûter. On a les meilleures fraises, du monde qu'on trouve en Finlande et on fait du coup beaucoup, beaucoup des gâteaux avec, pas que des fraises, mais aussi avec des myrtilles qu'on a ramassées avec les framboises et vraiment des gâteaux au sucre avec les baies et avec un peu de la chantilly. C'est très, très finlandais en été. Pourquoi c'est les meilleures fraises en Finlande, tu dis? C'est parce que, comme on a beaucoup du soleil en été, mais en fait le soleil c'est plus loin, donc en fait ça chauffe pas, mais ça donne juste la lumière. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'arroser les fraises énormément.
mais du coup, ils ont le soleil. Donc ça fait qu'il y a beaucoup du sucre qui reste dans la fraise, comme on ne dilue pas avec trop de l'eau. OK, on accepte, l'explication, on a très envie de les goûter maintenant. Toi, Émilie, c'est quoi, ton repas préféré en Finlande? Alors moi, je vais être gourmande, je vais dire un plat, un dessert. Alors, tu l'as mis dans la présentation, la soupe de saumon. Moi qui n'aime pas d'habitude les soupes de morceaux, comme une enfant, et ben là-bas, au contraire, c'est des soupes alors à base de crème, à base de pommes de terre, à base de saumon. Et franchement, le mélange est incroyable et c'est très réconfortant. Bah, surtout aussi, que ça soit en été ou en hiver, ça tient au corps si on fait un exercice sportif. Et ça, c'est super. Et en dessert, si je peux choisir, je prendrais des pancakes avec de la confiture aux mûres arctiques, pardon. C'est des mûres qui sont, on va dire qu'on trouve dans les pays nordiques, parce qu'on n'en trouve pas uniquement en Finlande, qui sont des mûres qui sont blanches ou jaune clair, on va dire, et qui n'ont pas du tout le goût ni de la mûre ni de la framboise, qui ont vraiment un goût spécifique autre. Et alors, la confiture sur des pancakes, ça, c'est excellent. Et moi, si je peux rajouter, vraiment, les pâtes au citron. Merci Kaïssa de m'avoir fait découvrir, ça. C'est incroyable, même si à première vue, je suis assez d'accord, pour dire que j'aurais pas fait ce mélange, oui. Et évidemment les roulés à la cannelle. Donc je pense qu'avec tout ça, vraiment, vous avez de quoi tenir, sur votre voyage et un peu tous les jours, déguster des petites, spécialités. Et en réalité, on mange très bien. Surtout, bah, dans notre auberge, on y mange vraiment très, très bien. Même nos pique-niques, ils sont tu as parlé d'un kebab, de poisson, mais tu as pu manger quoi d'autre, durant, ton séjour? Alors, de manière générale, on essaye de toujours manger chaud le midi, que ce soit en hiver ou en été, on mange sur le feu. Donc souvent, il y a une soupe. Avec ça, on va pouvoir avoir différentes choses. Donc, il y a en canoë, par exemple, on s'est transporté un fumoir. Donc, c'était une espèce de type boîte à chaussures, mais métallique, où on a pu du coup faire fumer notre saumon. Donc, ça donne un côté mi-grillé, bah, mi-fumé, qui est juste délicieux. Et ça, je ne sais plus avec quoi on l'a mangé, mais on peut avoir différents accompagnements. Je sais qu'on a déjà mangé du dalle de lentilles. On a mangé, voilà, accompagné de pâtes, de riz, du kebab de poisson, plein de spécialités. Mais de manière générale, on mange toujours chaud, avec toujours aussi un dessert qui, lui, parfois peut être chaud aussi. Donc, franchement, on mange très bien, des fois, voire trop. On pense faire du sport et revenir maigri à la fin de la semaine, mais c'est faux. On revient avec des kilos en trop, mais on est content. Exactement et ça nous rend heureux. Exactement. Donc trop bien. En tant que Français, on est d'accord que super bien manger, c'est important et on voulait finir par un dernier, petit point avant de répondre à vos questions. C'est, vous en avez déjà parlé, mais vous pensez vraiment que la Finlande, c'est une destination idéale pour partir en famille? Pourquoi, Émilie, pour toi, c'est vraiment cool de partir en Finlande en famille? Alors, j'ai envie de dire, la destination s'y prête bien, mais particulièrement l'auberge, qui est aussi très adaptée pour les familles. Elle peut autant permettre en fait aux enfants plus ou moins jeunes d'être légèrement en liberté, comme pour aller dans un camp de vacances. Donc déjà, ça, c'est vraiment adapté. Et en plus de ça, la Finlande, on va pouvoir, encore une fois, c'est plat, adapter tous les niveaux. L'année dernière, donc sur le raid canoë dont je parlais, je sais qu'il y avait des grands-parents, donc à peu près 65-70 ans, avec leur petite fille du coup de 8 ans. Et donc, c'était très adapté pour les deux, puisque bah, faut aussi penser aux personnes un petit peu plus âgées aussi, puisque c'était plat, ils pouvaient faire des activités à différents niveaux. Je pense par exemple au canoë, où bah, on pagayait pas mal, et puis la petite au milieu nous faisait la conversation. La randonnée n'est pas trop dure, le contact avec les chiens ou l'observation des ours, bah, les enfants sont captivés, et pas du tout, comme je le disais pour la Rando, c'est très facile de les motiver pour marcher sur ce type de sujet. Et surtout, sur notre séjour famille, on propose un raid aussi. Et le raid, on le fait d'une manière très accessible pour, par exemple, des enfants qui n'ont jamais dormi sous tente. On va donc faire ce raid près d'une cabane. Une cabane, donc c'est ce qu'on utilise en hiver pour faire nos raids. Donc, il y a des petits dortoirs. Il y a une possibilité d'allumer un poêle pour se réchauffer, de dormir un petit peu plus dans le confort. Mais on propose aussi de dormir sous tente ou de dormir dans des hamacs. Et ça permet, voilà, si les enfants appréhendent un petit peu de passer une nuit sous tente ou autre, bah, d'avoir ces différentes options, de pouvoir tester le hamac aussi, qui peut être très sympa. Donc, en tout cas, voilà, on s'adapte très facilement. Et puis, au-delà de ça, nos guides sont des grands animateurs, on va dire, parce qu'ils sont aussi très sympas, mais ils vont nous apprendre plein de choses, être très pédagogiques sur tout ce qu'ils savent sur la Finlande. Donc, ça colle, on va dire, à tous les âges. OK,
Merci beaucoup. Toi, Kaïssa, qui a passé ton enfance en Finlande, tu es plutôt d'accord pour dire tout ça? Oui, tout à fait et aussi pour les randonnées, je voudrais juste rajouter que pour les enfants, c'est super sympa aussi de ramasser des myrtilles parce que c'est un peu un chasse au trésor. Les myrtilles, il y en a vraiment partout donc parfois, au moins moi avec mes parents, hein, parfois c'était même un peu lourd pour mes parents que moi je m'arrêtais tout le temps de chercher un peu de myrtilles pour en manger. Ils devaient me dire: «Non mais Kaïssa, allez, on continue» et ça, c'est vraiment, quelque chose, très, très sympa et je voulais aussi ajouter que les activités, ils ont toujours adapté, aux familles. Donc, comme Amy a expliqué, au SAR, on fait beaucoup attention à ça, mais, en général, juste partout en Finlande, l'été, c'est vraiment le moment quand on fait énormément des activités. Tout ce qui est, en hiver, chien de traîneau, motoneige, en fait, c'est les activités que les Finlandais, ils font pas toujours énormément. Mais du coup, en été, c'est vraiment, les activités, que qu'on fait aussi au fond. Donc, tout ce qui est les activités à l'eau et tout, c'est toujours adapté. Ok. Bah, merci beaucoup à toutes les deux pour votre partage. On va en profiter, garder 10-15 minutes pour répondre un peu aux questions de nos voyageurs. Et notamment une question sur un peu la météo. Tu en parlais tout à l'heure, Émilie, mais c'est quoi les températures en général en Finlande en été et à quelle météo il faut qu'on s'attende? Alors, il n'y a justement pas de météo exacte sur lequel on peut s'attendre. Je ne vais pas faire Miss Météo, mais pour vous donner quelques exemples, je suis arrivée début juillet l'année dernière. Ils avaient eu du 10 degrés et de la pluie quasiment tout le mois de juin. Moi, je suis arrivée, j'ai posé mes valises et tout le mois de juillet, j'ai eu du beau temps, j'ai pris des coups de soleil. On a même eu de la canicule finlandaise, hein. On était à 30 degrés, pas plus. Par contre, ce qui faisait qu'on a dû s'adapter un petit peu puisqu'on avait des risques potentiels d'incendie, donc on a dû cuisiner un petit peu autrement. Mais on peut vraiment, encore une fois, avoir tous les temps. Du froid, des fois en début de saison ou fin de saison, nous, on ne met pas de départ sur ces dates-là pour des départs de groupe, mais on peut même avoir un petit peu de neige. Mais voilà, on peut avoir de la pluie et de la grisaille avec des températures pas très hautes, comme on peut avoir un grand beau temps, du soleil et s'éclater. Et dans tous les cas, les deux météos, on continue de sortir, de faire des activités, parce que finalement, c'est ça la Finlande. On peut faire du kayak sous la pluie, on peut faire de la rando sous la pluie, et finalement, tout autant s'éclater que s'il y avait du soleil. Ok. Kaïssa, une petite question pour toi. Les moustiques, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup en Finlande? Est-ce que l'anti-moustique, c'est suffisant? Ça dépend vraiment des années, donc encore malheureusement, des choses qu'on ne peut pas vraiment prévoir en avance. Heu, Moi, je dirais qu'il y en a, parfois, il y en a moi, ça m'a jamais dérangé, mais c'est vrai, je pense qu'Émilie, elle a peut-être une autre expérience, mais moi, j'ai vraiment d'habitude. Après, le anti-moustique, ça aide quand même et après, si on va dans les forêts, on peut toujours, comme il fait rarement quand même le 30 degrés qu'Émilie a eu l'été dernier, si on met juste une longue manche, en fait, ça va embêter moins et et moi, je pense aussi que les moustiques en Finlande, en fait, ils sont un peu différents que les moustiques, qu'on a en France. Heu, Personnellement, je pense que ça gratte beaucoup moins. Mais Émilie peut peut-être partager son expérience aussi parce que peut-être moi, en tant que Finlandaise, j'ai plus d'habitude, aux moustiques finlandais. C'est vrai que c'est selon un petit peu les zones déjà où si on va, si on randonne plutôt dans des zones marécageuses, on peut en voir beaucoup plus qu'à d'autres endroits. Sur certaines activités aussi, par exemple, là, on va voir des ours, il y en a un petit peu plus. Mais je pensais que tu allais dire autre chose quand tu as parlé que les moustiques étaient différents. Moi, je trouve qu'ils ont tendance à être plus gros en taille. Par contre, ils sont beaucoup plus lents. J'ai l'impression ils sont un petit peu à la ramasse, si je peux m'exprimer comme ça. Ils sont beaucoup moins rapides. Ils nous piquent pas forcément. On les voit juste un peu plus. L'anti-moustique, le pantalon et les manches longues, ça aide déjà énormément. Moi, j'avais hésité à m'acheter une moustiquaire de tête. Certains clients en avaient. On peut en acheter à l'auberge. J'ai pas trouvé que c'était nécessaire. Une fois qu'on s'est bien aspergé d'anti-moustique, qu'on a des manches longues, ça suffit largement. Et effectivement, ça gratte un petit peu moins. Et j'y ai peut-être pensé les deux premiers jours, pardon, où j'étais sur place. Et après, en fait, on oublie totalement parce qu'on s'habitue d'une certaine manière. Mais tu as raison de dire que ça gratte beaucoup moins. On se fait quand même pas non plus beaucoup piquer. Ça nous obsède pas du tout. Enfin, on passe des super journées et c'est juste un élément qui est présent et qu'il faut savoir un petit peu en amont. Mais
OK et ben, merci beaucoup pour vos conseils. On a parlé un peu tout à l'heure, du niveau sportif de nos voyages, mais j'ai une personne qui demande si, enfin, elle a 65 ans, plutôt sportive. Est-ce que c'est possible à son âge? Alors totalement, c'était pile dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est marrant, pour avoir eu des personnes de cet âge-là avec moi dans un groupe. Bien sûr, si vous téléphonez au conseiller voyage pour réserver un voyage, n'hésitez pas à lui demander, il va vous poser quand même quelques questions pour plutôt chercher à connaître votre niveau sportif parce qu'un sportif va être différent d'un autre. Donc voilà, juste un peu voir quelles sont vos habitudes, on va dire. Par contre, derrière, oui, la Finlande, on peut facilement marcher, il n'y a pas de dénivelé, donc déjà au niveau du cardio, tout ça, ça va être plus facile. Le canoë se fait quand même très aisément, c'est pas quelque chose qui est très très sportif. Il faut juste être OK à être en extérieur, à passer du temps en extérieur, c'est l'essentiel. Et après, toute activité peut être adaptable. Et encore une fois, la canirando, ça aide aussi dans le sens où ça va nous tirer à être un petit peu plus rapide. Mais comme dit, on est content de donner le chien à quelqu'un d'autre. Donc, toute activité peut être adaptée. Moi, j'ai pas trop de soucis avec l'âge. C'est pas du tout quelque chose qui pourrait freiner. OK. Une autre petite question, peut-être pour toi, Kaïssa. C'est quand la période, des myrtilles? Est-ce qu'il y en a encore en septembre, par exemple? Les myrtilles, ça dépend un peu des années, mais souvent ça arrive quand même, mi-juillet et après ça continue jusqu'à fin août, je dirais. Parfois, il en reste aussi, fin à début septembre et après, quand on arrive à fin août, on commence à avoir les champignons aussi qui commencent à pousser. OK et ben voilà, c'est parfait, ça répond à la deuxième question que j'allais te poser et Émilie, j'en ai une autre aussi un peu, au niveau de la période. Les ours, c'est quand la meilleure période pour pouvoir les observer? Alors, la meilleure période, c'est, on va dire, juin et juillet. À partir d'août, les Finlandais ont une loi, hein, puisqu'ils ont beaucoup, qui les autorise c'est la période de la chasse, tout simplement. On va pouvoir chasser différents animaux, dont l'ours. Et tout simplement, on arrête l'activité parce que le lieu ferme, parce que si on crée un lieu où on va mettre de l'affût, c'est-à-dire de la nourriture, on n'a pas du tout envie que ces ours se fassent tuer. Donc, on arrête tout simplement l'activité qui va être du coup remplacée par un moment libre. On va avoir aussi une différence tarifaire du coup sur nos séjours. Mais du coup, si on veut vraiment venir voir les ours, c'est vraiment sur la période de juin et de juillet. OK, merci beaucoup pour cette précision. Hem, une petite question encore, si on a déjà fait la Finlande, en hiver, est-ce que ça vaut vraiment le coup de revenir, en été? Émilie, toi qui as pu faire les 2? Je m'excuse, je suis un peu malade, comme beaucoup de monde en ce moment, je pense, avec le printemps. Alors, franchement, oui, ça vaut le coup. Je pensais pas à ce point-là, pour avoir déjà fait des pays en été comme la Norvège, comme la Suède, et c'est vraiment très différent. Le côté lac est indéniable, c'est un des gros points positifs, et surtout le côté nature. Le côté nature des parcs nationaux de manière générale, parce que là, on parle beaucoup d'Ossa, mais il y a plein de parcs nationaux de manière générale en Finlande. D'ailleurs, on peut aussi aller depuis Ossa, qui sont très proches, on va dire, les uns les autres, voir des cascades, voir plein de choses. Euh, Moi, cette nature isolée aussi m'a beaucoup étonnée, en hiver comme en été. Pour faire un point rapide, donc j'ai dit comme quoi j'ai travaillé déjà par le passé pour une autre agence en Finlande. Il y a des zones qui sont assez touristiques et que ça soit en hiver à Ossa, mais surtout en été, il y a encore moins de monde. On a vraiment cette sensation d'avoir le parc national pour nous. Et ça, c'est juste fantastique. Et puis, encore une fois, c'est des activités comme la canirando, comme l'observation des ours, et j'ai envie de dire même le canoë de la manière dont on le fait, on ne peut pas vivre ailleurs. Et moi, c'est un de mes gros coups de cœur. Euh, Bien sûr, j'y retournerai avec plaisir en hiver, mais vraiment l'été, moi, c'est presque en train de surpasser l'hiver. Tu nous as convaincus. Est-ce que toi, Kaïssa, tu veux rajouter quelque chose pour encore plus convaincre nos voyageurs? Oui, je veux bien rajouter aussi le côté que la Finlande en été, si on compare par exemple en Norvège, en fait la Finlande c'est pas du tout touristique. Donc même si on est dans les villes, il y a pas énormément du monde. On est assez tranquille et comme Émilie a dit surtout, quand on va en nature, bah, on croise pas grand monde. Donc si les gens ils ont envie de
de voyager, mais aller dans les destinations qui sont un peu moins connues, où il y a pas énormément du monde, mais qui sont quand même toujours, agréables et il y a beaucoup de choses à visiter. La Finlande, c'est vraiment super pour ça. Hem et aussi, c'est si vous voulez, fuir un peu les températures, de de la France, la Finlande, c'est quand même une destination où il fait moins chaud et comme du coup, il y a des lacs partout, c'est toujours facile de se réfléchir. Donc je pense que la Finlande, c'est très connu pour l'hiver, mais ça devrait être connu également pour l'été. Bon, on est conquis en tout cas. On répond encore à une ou 2 questions et après, on vous laissera profiter de votre soirée. J'ai une petite question sur un budget pour 2 personnes dans notre auberge. Combien ça coûte? Peut-être Kaïssa, pour 2 personnes dans notre auberge? Je pense qu'Émilie peut-être, connaît Ouais, mieux, pardon. Alors, c'est difficile de répondre vraiment pour le prix d'une auberge, parce que bien sûr, nous, on propose des séjours autant individuels, c'est-à-dire que on construit les voyages avec les personnes sans guide, selon les choix que les personnes veulent faire. Soit on le fait sous forme de package, donc c'est-à-dire avec les activités, avec la partie guidée, avec la nourriture, l'hébergement et le transport en avion. Ce qui nous en été nous coûte un peu cher quand même, c'est la partie avion, puisque on a un petit peu moins de connexion que l'hiver. Euh, donc on va être sur des budgets toute semaine inclus, on va dire, avec activité, etc., autour de, au minima, je dirais, 2 300 € à peu près. Euh, et après, ça va varier selon le nombre de jours. Donc là, on est sur une base de 8 jours. Ça va varier un petit peu si on reste, on a des séjours de 10 jours, si on fait différentes activités, et selon aussi, bien sûr, sur le prix des vols qui va vraiment pouvoir, qui malheureusement évolue de semaine en semaine. Et plus on va se rapprocher de l'été, plus nos prix de l'aérien, c'est pas de notre fait, vont évoluer, donc devenir un petit peu plus cher. Donc déjà, ce qu'on conseille, c'est de réserver souvent assez tôt pour avoir des prix aériens assez bas. Mais pour répondre juste sur l'auberge, j'avoue que j'ai pas forcément une idée précise de la nuitée dans notre auberge. OK. Mais n'hésitez pas à téléphoner, que ce soit à Altaï Travel ou à Talente, pour qu'on puisse vous renseigner sur des exemples précis. Moi, je peux donner juste une petite, précision après parce que du coup, chez Altaï Travel, on organise des voyages, sur mesure. Donc les voyages qu'on organise à Oussa, il y a des voyages en groupe, mais du coup, c'est également possible, de venir, en sur mesure si jamais ça vous intéresse. Et là, par exemple, le séjour en train que je vous ai présenté vite fait, ça, c'est des séjours que l'été dernier, par exemple, avec les vols et les hébergements, c'était les budgets de 1 500 € par personne. Donc la Finlande, ça peut être, très abordable aussi comme destination et après bien sûr si on commence à rajouter des activités, ça va augmenter le budget mais surtout le voyage en train, en fait, ça coûte pas très cher parce que j'ai souvent des clients qui me posent la question, si le train ça coûte cher en Finlande, mais en fait, les trains ils sont beaucoup, beaucoup moins chers en Finlande qu'ils sont en France. Donc juste le trajet entre Helsinki et Turku, on est à 30 € par personne. Donc ça, c'est pas énorme et même le train de nuit, si on réserve assez en avance, une cabine avec les toilettes privées. Ça peut être pour 2 personnes, ça peut être 100 €. Donc, et c'est tarif par cabine. Donc là, on est à 50 € par personne pour un train de nuit qui traverse quand même toute la Finlande. Donc, pour les voyages sur mesure, c'est très possible de aussi faire avec un petit budget. OK, merci pour ces précisions et du coup, une toute dernière question. Kaïssa, est-ce que tu as une randonnée à proximité d'Helsinki, à conseiller, en journée, accessible en transport? Oui, alors je pense que mon préféré, on a un métro à Helsinki. Hem et du coup, juste prendre le métro, c'est sympa parce que en fait, c'est sur terre, donc on voit le paysage et il y a une petite île qui s'appelle Kulosaari. Et du coup, depuis Kulosaari, c'est très facile déjà à Kulosaari, il y a beaucoup de villas. C'est très connu, pour ça. C'est un peu un quartier pour les riches. Donc il y a déjà des très jolies villas et après on peut continuer et aller vers une autre île qui s'appelle Mustikkama. C'est connecté en un petit pont et du coup là-bas, on peut faire, le tour et on a des jolis paysages et là, du coup, on est en nature
et on a des jolis paysages, de archipel de Helsinki et il y a également une plage où on peut aller se baigner et ça, c'est vraiment des endroits où moi je me suis baladée beaucoup avec mon chien quand j'habitais en Finlande. OK. Ouais, c'est vraiment une ville nature et au cas où, vous avez aussi pas mal, de randonnées sur, les applications comme, Komoot ou, All All Alltrail, et j'ai eu la chance d'aller à Helsinki, là, il y a pas longtemps et les bords de mer sont vraiment bien aménagés et c'était écrit qu'il y avait 135 kilomètres, de sentiers aménagés, le long de la mer donc il y a de quoi faire, aussi, juste, à côté sans prendre trop de transport, et ça vaut vraiment le coup, c'est très joli. Voilà et bah, je vous remercie beaucoup, merci